Bon, alors, pour commencer, je te propose de t'annoncer, Paul, que hier, nous sommes allés au CrossFit avec Joris. Au CrossFit. Au CrossFit. Ouais. Ça y est, je suis pas loin de rentrer dans une secte, du coup. Expérience ô combien moderne et néolibérale. C'est vrai, hein. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à des anticapitalistes comme moi, qu'est-ce que c'est que le CrossFit et pourquoi? Je sais pas, moi, je connais pas assez. C'est la dernière chose qui reste à notre monde quand il n'y a plus Dieu dans les parages. En fait. Une fois la mort de Dieu est venue, nous n'avons plus que des substituts comme le CrossFit pour pouvoir croire en quelque chose. Le CrossFit. Tu essayes de nous dire que c'est la grande Babylone, c'est ça? C'est l'absence de Dieu, le CrossFit. Putain, c'est terrible. Le CrossFit, c'est l'absence de Dieu. Bon, très bien. Heureusement que ce podcast n'est pas un podcast vidéo parce que tu n'as clairement pas le physique pour faire du CrossFit. Mais non, mais justement, si, j'ai le physique pour commencer le CrossFit. D'accord. J'ai besoin de commencer le CrossFit. Parce que comme tu le sais, je suis en surcharge pondérale. pour ne dire que ça. C'est pas hyper exotique. Non, on est plutôt sur des Français un peu friqués, quoi, tu vois. Il y a un Zeitgeist en ce moment. Un quoi? Zeitgeist, c'est un terme allemand qui signifie l'air du temps. Parce qu'on est fait pour vibrer quand on voit du théâtre, pour être ému quand on voit de la peinture et quand on écoute de la musique, quoi. Et étant bassin, j'étais quand même allé jusqu'au Spar. Bon, Feu de maquis, c'est pas hyper positif, mais sinon le reste c'est marrant, hein. C'est juste que c'est des auteurs plus dépressifs. C'est mon deuxième prénom. C'est vraiment la dégénérescence de la France. C'est ça qui est adorable de ta part. Bonjour à tous et bienvenue dans Zeitcast, épisode 2, enfin 3, voilà. Un bis. On a commencé avec un épisode 0, c'était une très mauvaise idée, donc du coup maintenant on est à l'épisode 2, mais en fait techniquement c'est le 3e épisode que vous pouvez écouter. Donc bienvenue à tous, aujourd'hui on a le plaisir immense, l'insigne honneur de recevoir Joris Giovanetti, qui est l'auteur de Ce que la nuit choisit, aux éditions de Noël. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Oui, plaisir. Prix du livre corse. Prix Villeneuve ce livre. T'es en train de spoiler les questions. Non, ça va, c'est bon, les gens ils savent. Hein. En général, s'ils le suivent sur Instagram ou s'ils sont un peu au fait de l'actualité culturelle, ils sont au courant. Et il va être avec nous tout cet épisode pour parler un peu de lui, un peu de son parcours, un peu de son livre, en rebondissant donc, comme c'est l'usage dans ce podcast, à un profil, un portrait robot dressé par Grok, qui est l'intelligence artificielle de ce cher Elon Musk, qu'on a choisi parce que il est assez facile avec Grok de lui faire dire un peu n'importe quoi et de lui faire dire un peu des trucs un peu rigolos qui vont un peu titiller, etc., sans que ce soit mis dans un emballage de bons sentiments. Et du coup, comme nous on fait rien de trop dangereux et qu'on n'est pas là pour taper sur les gens et leur casser du sucre sur le dos, mais plutôt pour rigoler et pour monter un peu la sègue aux gens, on est parti sur Grok. Donc, ce podcast est présenté par Forte-Léon et Harry, dont vous avez entendu la douce voix pendant cette introduction beaucoup trop longue, et par Paul-Alexandre Fortigny. Joris, bonjour. Bonjour. Joris, je te propose de lire le portrait qu'a dressé Grok de toi. Joris Giovanetti, le philosophe corse qui dissèque la jeunesse insulaire et hérite les plumes en deuil. Né en 1992 en Castanic, Joris Giovanetti est professeur de philosophie à l'Île Rousse et auteur de Ce que la nuit choisit, publié aux éditions de Noël 2025. Un premier roman fresque de 480 pages sur les tourments d'une génération corse. Inspiré par Nietzsche et Jérôme Ferrat, et rien que ça, il mêle roman noir, philosophie et portrait sociétal faisant irruption dans la littérature nationale à 32 ans. Voici 15 nuances de cet érudit qui scrute l'âme insulaire et éclipse les rivaux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je trouve ça drôle, mais je me situe pas comme étant, à vrai dire, un philosophe. Je trouve que l'appellation est un peu pompeuse. Moi, je suis simplement un professeur de philosophie. Je n'invente pas de concept, comme dirait Deleuze. Et après, oui, influencé par Nietzsche, évidemment, bien sûr. C'est un peu la figure de proue du roman et par Jérôme Ferrat. Et oui, bien sûr. Après, pour tout ce qui est du reste sur la concurrence, tout ça, c'est pas vraiment des choses auxquelles je réfléchis quand j'écris, quoi. Est-ce que tu es bien né en 1992 en Castanic? Alors à Bastia, mais je vis en Castanic. Et voilà. On s'est déjà dit dans les 2 premiers, en fait, quand quelqu'un vit quelque part ou a dit dans une interview qu'il était originaire de quelque part, il dit il est né à tel endroit. Alors je ne suis pas né au village. Non. Tu peux vraiment être né à Villanova, par exemple. Ben justement, d'ailleurs, la première nuance, c'est fils de la Castanic, né en 1992 à Scat,
Il porte la rudesse du maquis dans sa prose terreuse. C'est pas mal du tout. Oui, enfin, moi, je suis né à Bastia en 1992. Après, est-ce que je porte la rudesse du maquis et tout ce que ça englobe comme cliché foireux? Je suis pas vraiment sûr. Il est vrai que j'ai grandi en Castagnic et dans un monde agricole parce que mes parents étaient et sont toujours castagniculteurs. Ils font de la farine de châtaigne au village. Donc, c'est un milieu que je connais bien, oui. Même si moi, c'est pas quelque chose, enfin, c'est jamais quelque chose qui m'a intéressé au point de vouloir reprendre l'exploitation de mes parents ou quoi que ce soit. Et c'est comment, scat? Alors, Scat, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, mes parents habitent sur la commune de Scat. Donc, c'est un petit hameau qui s'appelle Fabricavic et qui est une ancienne usine de tanin et qui regroupe plusieurs maisons maintenant qui sont coupées artificiellement, mais qui au départ étaient une seule structure et qui était une usine de tanin qui a, si mes souvenirs sont bons, fonctionné à la fin du 19e, qui a été, il me semble, sinon la première, peut-être la deuxième de la zone, avec celle de Champlan. Et l'exploitation de châtaigniers que mes parents ont se trouve sur la commune de Saint-Gavin-Ouampougnal, qui est le village juste à côté. Mais on ne vit pas véritablement au cœur du village, mais dans un hameau. Alors, est-ce qu'on peut dire prostanique? Comment? Les tanins, prostanique. Ah, prostanique, c'est pas mal, prostanique. Prostanique, non mais super, il porte la rudesse du maquis dans sa prostanique. Je Ouais, pense que c'est bien. vachement plus C'est sympa que vachement l'autre. mieux que ce qu'a dit. C'est bien, hein. Si t'as besoin qu'on écrive des entrefilets ou quoi dans les journaux, y a pas, Ou la prochaine 4e de couverture. n'hésite pas. Ton Enfin, du coup, là aussi. oui, ton article Wikipédia. Ah, on pourrait se pencher sur ça. On pourrait faire ton article Wikipédia. Ce serait super. Avec beaucoup de sérieux, bien sûr. Érudit polyvalent, il entame des études en sciences politiques et en littérature avant de plonger dans la philo. Oui, là aussi c'est vrai sans être vrai. J'ai un parcours un petit peu sinueux en termes d'études. J'ai arrêté très vite après un bac STMG passé sans conviction, avec une moyenne catastrophique. Et comme les études ne m'intéressaient pas à l'époque, j'avais commencé par travailler dans des restaurants, je débroussaillais au village, je faisais du bois, j'ai fait un petit peu tout ce que je pouvais avant de me passionner de lecture sur le coup de mes 20 ans, même si j'avais déjà eu cette passion jeune qui avait un petit peu disparu pendant l'adolescence. Et ensuite, j'ai repris dans un premier temps dans une licence d'information et de communication dans le but de devenir journaliste. Ensuite, une fois que j'ai validé cette licence, j'avais eu l'autorisation assez exceptionnelle de parvenir à m'intégrer directement à une 3e année de licence en sciences politiques qui fut difficile, hein, pour rien vous cacher, puisque quand on arrive en L3 sans avoir vu la moindre dissertation, le moindre texte de droit européen ou même de droit national, c'est très difficile. Et donc j'ai validé la licence. Et ensuite, Ça, la licence? je l'ai faite à l'université Lyon 2. Donc, et ensuite, je suis rentré faire un master de littérature à Corté. Et du coup, Et du coup, tu as fait de la philo. alors la philo, c'est un petit peu plus complexe là aussi. C'est quand je rentre, parce qu'initialement, je devais faire un master de philo. Je n'ai pas pu parce que j'avais des problèmes de santé qui étaient assez invalidants à l'époque. Donc, je suis rentré à Corté. Mais de mon côté, j'essayais de m'intéresser véritablement à la philo. J'avais commandé la formation du CAPES par le CNED. Donc, je lisais des choses comme ça. Je m'entraînais. Et en fait, finalement, ça m'est tombé un peu dessus quand un ami qui m'est cher, Jean-Bernard Flores, est arrivé un jour en me disant « Il y a un poste vacant à Corté, on doit présenter ta candidature. » Et pour en faire vite, c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier. Aujourd'hui, tout va bien, j'ai le CAPES et compagnie, mais initialement, quand je commence, je suis autodidacte en philosophie, mais j'ai pas de licence ni de master. Ce qui nous amène à notre point suivant. Prof de l'île Rousse, il enseigne la quête de sens aux ados, partageant sa vie entre Bastia et ses racines. Alors, c'est presque à jour. Donc, aujourd'hui, je suis à Ajaccio, au lycée Laetitia. Pour notre plus grand plaisir. Oui, et pour mon plus grand plaisir aussi, j'y suis très bien, même si j'étais très bien à Eros aussi. Et donc, je ne vis plus à Bastia. J'y remonte un petit peu de temps en temps, mais depuis que je suis installé à Ajaccio, j'essaye de m'y intégrer. Voilà. Alors moi, j'ai une petite question complètement annexe. Tu parles d'un bac STMG obtenu sans conviction. Quelle note tu avais en philo au bac? Alors, au risque que mes élèves écoutent ce podcast, j'ai eu 9 en philo. J'ai eu 9 en philo et je me souviens que c'était un texte de Bergson, mais
C'était pas, moi à l'époque, les 2 heures de philo par semaine en STMG, c'était quelque chose qui m'était complètement étrange. Mais alors vraiment, j'étais à des années-lumière de m'y intéresser. D'imaginer devenir un jour prof, j'imagine également. Oui, je pense que mes anciens profs, qui sont aujourd'hui des collègues, ne se l'imaginaient pas non plus. Ouais, ça doit faire un drôle de contraste dans la salle des profs ou au moment des commissions d'harmonisation au bac, quand tu croises des anciens profs. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a certains qui m'ont regardé un petit peu en mode mais je le connais, mais comment c'est possible? Et 2 ou 3 qui ont accepté l'idée en se disant que de toute façon la vie est pleine de richesses et qu'on est plutôt défini par nos parcours singuliers et tout ce qui fait un petit peu notre ipséité que par ce qu'on attend de nous en fait. Tu emploies le terme ipséité, ce qui, depuis Damso en 2018, n'a plus été fait. Il est dans le bouquin aussi. Je sais que je l'ai googlé parce que moi, j'écoute pas Damso. Alors Et- l'ipséité, pour faire très simple, c'est la manière d'être qu'on a et qui ne peut appartenir qu'à soi. C'est-à-dire, c'est toutes les caractéristiques individuelles que vous ne pouvez pas retrouver chez quelqu'un d'autre. Votre façon de voir le monde, par exemple, peut être une forme d'ipséité parce que elle ne peut se cantonner qu'à l'individualité de votre caractère. À mettre dans tous les dossiers de production à la place de singularité. Oui, c'est un joli synonyme. Bah, c'est pas vraiment la singularité du Ça coup passe, quand même. oui. C'est Pas tout à fait un synonyme, mais c'est un mot qui s'en approche. il n'y a pas vraiment de vrai synonyme en français. Hein. Synonyme strict, il y en a assez peu Ils sont finalement rares. par rapport à la langue corse où c'est vraiment pour le coup une langue polynomique. C'est vrai qu'en français, il y a souvent c'est souvent des termes un peu du même ordre ou qui relèvent du même champ lexical, mais rarement des synonymes stricts. Le genre de choses à véritablement surveiller en cas de correction de roman. Ah ouais? Ah oui, faire très attention justement parce que souvent quand on a une tendance lourde aux répétitions, comme c'est mon cas par exemple, on va essayer de remplacer un terme par un synonyme, mais le synonyme ne veut pas, comme tu disais, forcément dire de la même manière la chose que nous avions l'ambition de dire. Donc, que nous avions l'ambition d'écrire. Donc, l'idée, c'est de toujours essayer de frapper juste avec le bon mot, ce qui est pas forcément évident. Oui, c'est un vrai boulot. Enfin, c'est aussi un vrai boulot de l'éditeur, quoi, quand même. Ah à un oui, moment oui, donné, moi hein. j'ai eu la chance d'être accompagné par mon éditrice Marie Demer et qui a fait un travail titanesque de correction pour mon premier roman et qui a été véritablement d'une aide précieuse. Je pense vraiment que ce travail était nécessaire parce que le livre tel que vous l'avez lu est beaucoup mieux que le manuscrit que j'avais envoyé. Enfin, c'est le même, hein, globalement, la structure, le fond est le même, mais la forme, c'est plus fluide. Disons que j'étais dans un rythme encore plus tortueux qu'il ne l'est et que j'avais davantage à faire des phrases plus longues encore. Ouais, c'est un exercice que les gens connaissent pas forcément quand ils ont pas édité. Bon, toi tu as édité chez De Noël, donc j'imagine que l'expérience elle est quand même un peu state of the art, tu vois, vraiment au niveau de l'état de l'art de ce qui se fait dans l'édition. Moi j'ai eu la chance d'éditer aussi dans une maison dans une maison d'édition plus confidentielle, mais il y a quand même un travail sur le texte qui est hyper intéressant. Et un vrai bon éditeur se contente pas juste de mettre le livre en page, de l'imprimer et de le distribuer. Ça, c'est Amazon qui fait ça. Un Non, vrai éditeur, un vrai regard normalement. Le travail de l'éditeur, moi je me souviens de ce coup de téléphone important qu'on avait eu avec Marie au début de cette aventure éditoriale. En fait, l'éditeur doit être là pour regarder le texte avec des yeux neufs. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, moi, pour écrire ce que Annie choisit, j'ai mis 3 ans peut-être. 3 ans, donc où j'ai écrit pendant les vacances d'été, les vacances d'hiver, et à chaque fois que j'avais une plage horaire disponible. Et puis au bout d'un moment, en fait, on ne voit plus son texte. C'est-à-dire qu'il nous arrive même de relire un passage qu'on a peut-être relu, recorrigé 650 fois. Et il m'est même arrivé que certaines fois, il me manque un mot dans ce passage et que j'arrive plus à m'en rendre compte parce que comme dans ma tête, il était assimilé, je le lisais sans qu'il ne soit sur le texte. Et toutes ces choses-là peuvent être vues que par un œil externe qui donne finalement un regard neuf et professionnel. Un des conseils, bon, qui, Dieu le sait, étaient nombreux et qui m'a vraiment permis, par exemple, de me rendre compte de ce que c'est la qualité d'un travail éditorial. En fait, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs temporalités dans le roman, et nous avons une temporalité qui s'intéresse plutôt à Gabriel et ses amis, et une temporalité qui s'intéresse exclusivement à Cecilia. Donc,
2016-2018 pour la première et 2013-2016 pour la seconde. Et en fait, initialement, j'avais utilisé l'étang du récit classique, donc avec tout ce que englobe le passé. Et en fait, Marie m'avait dit, mais tu devrais mettre les passages de Cécilia au présent. Parce que comme ça, le lecteur n'aura pas besoin de se référer à la date pour savoir qu'on passe d'un personnage à l'autre. Et je dis, ouais, c'est tout simple, mais c'est ultra pertinent. Et c'est ultra pertinent dans le sens où, tac, on finit avec Gabriel, et là, où j'en suis, Cécilia, le présent, ça ramène à quelque chose, donc je sais que je suis en phase avec le chapitre, non pas précédent, mais celui d'avant. Oui, ça enlève une friction pour le lecteur. Et pour toi, en fait, ça change rien. Ça me change. Alors moi, j'avais l'idée quand même d'avoir... c'est un roman qui a pas mal d'ambition, il faut le dire, c'est avec une certaine ambition métaphysique, et j'avais peur que ça ruine le côté des passages au présent. Il y a certains passages du roman, notamment dans la temporalité de Gabriel, qui sont volontairement au présent pour dire que c'est le moment du temps où quelque chose se passe. Et ça fait référence à un concept qui est l'Evum, donc le temps des anges. Donc je voulais garder ça, mais en fait le fait que Cécilia reste tout le temps au présent, c'est pas un problème parce qu'elle incarne un peu cette figure angélique. Donc j'avais accepté de faire cette modification. Justement, tu as évoqué un peu du coup tes personnages et un peu leur parcours. Donc Grock nous dit fresque générationnelle, le livre suit deux frères à Corté, disséquant nationalisme et désillusion des années 2010. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, c'est un livre sur le nationalisme, évidemment, puisque Gabriel et Raphaël sont engagés dans les syndicats. Gabriel va l'être dans une moindre mesure, parce que depuis ses problèmes de santé, il va vivre une forme de ce qu'on appelle la déréalisation, et qui va l'emmener vers une solitude extrême et un individualisme comment dire, radical, qui est là aussi pour faire une critique sous-jacente de la philosophie nietzschéenne. Et de l'autre côté, le frère, lui, s'engage, je dirais, totalement dans le syndicat. Et c'est un livre politique en ce sens qui questionne la politique, mais moi, j'ai pris ce que je connaissais. C'est toujours plus facile d'écrire à partir de ce qu'on connaît, mais j'aurais pu faire... En fait, ça s'est pas voulu, et d'ailleurs, ça n'a pas été lu comme ça, mais j'avais pas l'ambition de faire genre la critique du nationalisme contemporain. Ça s'inscrit dans une certaine tradition du Lysing Kant, tout ça, bien sûr, mais en fait, j'aurais pu écrire la même chose sur les militants communistes de Lyon 2, par exemple, qui, Oui. en fait, c'est sur cette quête d'idéal en politique, et c'était plutôt pour faire signe à la métaphysique nietzschéenne que de faire signe au nationalisme directement, même si la critique est nécessaire pour avancer, quoi. Et puis il y a beaucoup de tendresse quand même pour les personnages. Hein. Oui, enfin, c'est pas... J'ai essayé d'être le moins cliché possible, de montrer que en chacun de nous, il y a de l'ombre et de la lumière, bien sûr, comme dans un personnage comme Cécilia, qui n'est pas uniquement une victime et qui a des défauts. Et derrière ça, j'ai vraiment voulu montrer, je dirais, la complexité de notre rapport aux choses et à l'être, et finalement faire quelque chose qui s'approche du vrai, sans... J'avais pas l'ambition de blesser quelqu'un, en fait. J'écris pas pour blesser les gens, ça c'est sûr. Essayer de viser juste. En fait. Voilà, c'est ça. Et c'est juste avec le pavé inaugural Ce que la nuit choisit, 480 pages chez De Noël, un exploit pour un premier roman. Prix du livre corse, prix Villeneuve ce livre, et sélectionné dans plus d'une demi-douzaine de sélections. Alors, ça fait quoi d'être un auteur connu ? Je pense pas avoir un statut d'auteur connu. Après, c'est toujours... je dirais que c'est pas désagréable de voir que ces efforts paient. Dans un sens, ce qui est compliqué, c'est tout le moment d'écriture où on se lance à cœur perdu dans une entreprise où véritablement on donne tout son temps, on fait beaucoup de sacrifices, et de voir que il faut le parcours éditorial est, comme tout le monde sait, un parcours de combattant. Et une fois que finalement le livre sort, et on y croit à peine, en fait, d'être arrivé au bout de cette entreprise, tellement elle est immense, ben, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu, que la qualité est reconnue aussi. Mais après, je pense pas qu'on puisse parler de célébrité à proprement parler. Mais c'est vrai que tu sors quand même 480 pages en premier roman. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. J'ai même eu plusieurs remarques de gens qui connaissaient le milieu de l'édition et qui me disaient
non mais un premier roman 480 pages, ça va pas la tête, personne ne t'éditera, c'est 200 max. Aujourd'hui, j'ai dit oui, mais bon, c'est écrit nulle part. Et j'aurais aimé pouvoir faire moins de pages parce que je vous assure que la correction de 480 pages et le remaniement des chapitres, en plus, comme vu l'état narratif, je dirais, du texte, si on bouge quelque chose, il faut faire attention à ce que toute l'architecture ne s'ébranle pas. Donc ça a été vraiment, véritablement quelque chose de très complexe et c'est un travail extrêmement long, minutieux et périlleux pour notre psychisme interne. Et puis c'est un risque que prend l'éditeur aussi. De Oui, publier un oui. livre, un gros livre, Je pense que c'est grand roman. c'est un risque. C'est plus risqué que de publier un petit bouquin et de dire bah, non mais même en parlant pas de littérature et d'art, mais même en parlant simplement de logistique. Complètement. Faire 480 pages, c'est pas 70 pages. Non. Je veux dire, nous, c'est sûr qu'en stockage, Prou, nous, c'est 6 cartons. C'était même pas une palette, c'est super. Quand on voit 500 exemplaires de ce que l'on a choisi, 480 pages en format broché, C'est ça. tu vois, ça fait partie aussi Il y des a toute la risques. logistique derrière, il y a le risque, le coût d'impression est nécessairement pas le même. Donc c'est vrai que l'éditeur doit réfléchir en fait. Bon, c'est bien la preuve que c'était très bien, parce que ils l'ont lu, ils l'ont aimé, ils l'ont édité. Et nous aussi, on l'a lu, on l'a aimé, on l'a pas édité, mais on en parle du coup aujourd'hui. Évidence ou hasard du coup de Noël? Oula, complexe. En fait, ça a été drôle parce que je discutais tout à l'heure justement de ce genre de hasard un peu presque mystique qui arrive dans une vie. C'est que, en fait, moi, le livre a eu un destin éditorial compliqué parce qu'il avait été préaccepté par une grande maison d'édition qui avait fini par se désister sous prétexte que c'était trop philosophique comme roman. Donc, je vous avoue que ça a été assez difficile à digérer comme nouvelle. Et j'avais eu le contact donc de Marie par Jérôme Ferrari qui m'avait dit envoie-lui, mais je ne garantis rien. Je ne garantis rien, c'est pas du tout son type de lecture. En fait, il m'a dit on peut pas l'envoyer à Actes Sud parce qu'Actes Sud a déjà refusé le roman. Et donc, il voulait pas faire que ce soit son nom qui fasse que ça soit édité, évidemment. Et en fait, elle m'a dit quelles sont les maisons à qui tu n'as pas envoyé. Moi, j'ai dit mais je pense avoir fait un petit peu le tour. J'ai eu des retours critiques bienveillants et compagnie. Mais en fait, elle m'a dit t'as essayé de Noël? Et là, d'un seul coup, je me dis non. Et pourtant, c'est une des grandes maisons. Donc, je me suis dit pourquoi j'ai oublié de Noël? Et en fait, il m'a dit ben, essayons de Noël, quoi. Et là, donc, j'ai envoyé le livre à Marie, donc mon éditrice actuelle, et elle a mis quelques mois à le lire parce qu'évidemment, il y a d'autres choses sur le feu. Et quand j'ai, pendant l'été, écrit autre chose, pensant que ce livre, Ce que l'ennemi choisit, ne sortirait jamais, finalement, en septembre, elle me fait un long mail qui apparemment, d'après ce que j'ai appris donc récemment, était un mail de refus. Mais parce qu'elle pensait que, vu ce qu'elle me disait, que c'était un mail de 80 lignes, elle pensait qu'il y avait tellement de travail que je n'accepterais pas de modifier. Et que je n'accepterais pas de travailler tout ça. Parce qu'en fait, il arrive souvent que certains auteurs disent non, le texte, on ne touche pas, en fait. On ne touche pas, j'accepte pas les corrections, tout ça. Et moi, elle m'avait appelé, enfin, on avait eu ce coup de téléphone, elle m'avait dit est-ce que tu acceptes qu'on retouche le texte? Et bon, je dis c'est jamais agréable, hein, évidemment. Et je dis mais enfin, c'est mon premier texte, j'ai pas la prétention de faire quelque chose de parfait. Donc, bien sûr. Et là, on a commencé à travailler, mais ce fut un travail extrêmement long et extrêmement difficile. Enfin, véritablement, franchement, je me demande si le travail de réécriture n'a pas été plus difficile encore que celui de l'écriture. Et en matière d'ego, ça va ou c'est difficile parce que c'est de l'orfèvrerie? Ouais, alors, en matière d'ego, faut réussir à se défaire de ce genre de considération parce que, en fait, on a toujours l'impression, quand on a trouvé une tournure qui nous semble assez belle et compagnie, qu'on pourra pas en trouver une autre. Et en fait, on peut trouver autre chose, on peut trouver. Moi, je me souviens qu'il y a un ou deux chapitres que j'ai dû supprimer et que j'ai remplacé en fait finalement par des choses plus attractives. Et je le regrette pas vraiment aujourd'hui. Je me dis oui, c'était un autre état du livre, mais non, moi j'ai pas de problème avec ça. Je pars du principe que je suis un novice, donc qu'en fait les problèmes d'ego pourront peut-être survenir plus tard si je prends un petit peu la grosse tête.
Mais pour l'instant, non, j'accepte totalement de retravailler un texte, même si c'est vrai que de temps en temps, c'est difficile quand on pense qu'une tournure est vraiment belle et que soit la tournure n'est pas comprise, soit il y a quelque chose qu'on nous dit que c'est pas beau, quoi. C'est vrai que ça fait toujours un petit pincement, mais bon, faut apprendre à vivre avec, hein. Il existe donc peut-être quelque part une Giovanetti Cut Exactement, c'est ce que j'ai pensé. de ce que la nuit choisit. Ouais, et d'ailleurs qui s'appelait Le sexe des anges à l'époque. Et il existe une version justement où il y a des scènes différentes, je dirais peut-être une dizaine de chapitres qui sont complètement différents, qui ont été ajoutés, changés. La rencontre de Lélia et de Raphaël dans le train, dans la version initiale, n'existe pas. Elle est racontée depuis le bar, dans une scène qui existe toujours, mais du point de vue de Raphaël. Et en fait, il fallait donner à Lélia son existence propre, donc j'avais choisi d'ajouter ce chapitre pour à la fois présenter Lélia, son train de vie, sa sociologie et sa psychologie, présenter très vite son frère, Malik, et présenter Lucien, qui retrouve Lélia dans le train. Et puis ça colle bien avec la structure du roman choral un peu. Oui. Du coup, c'est pas mal d'avoir aussi sa présentation. Chaque personnage a sa propre présentation finalement. D'où le fait qu'on ait préféré Ce que la nuit choisit au sexe des anges, parce que le sexe des anges résumait un petit peu l'intrigue théologique et métaphysique qui se passe plutôt entre Gabriel et Cécilia, alors que Ce que la nuit choisit concerne tous les personnages. Et je me suis dit, en trouvant ce titre, que quelque part c'était mieux, parce qu'en fait, il n'y a pas que Gabriel et Cécilia, en fait, c'est comme tu disais, c'est un roman choral, et on voit aussi les vies choisies par la nuit d'autres personnages. Que ce soit Joseph, Sauveur, tous en fait, Bati et d'autres, sans vouloir spoiler personne. Tu disais tout à l'heure que c'était un roman qui était très philosophique. Ouais. Et du coup, Grock, il nous dit « Éco-philosophique, Nietzsche est son ouvreur. Chaque chapitre débute sur une pensée du philosophe pour interroger le sens de la vie. » Pourquoi Nietzsche déjà et pourquoi ce choix de... Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait deux lectures métaphysiques à chaque fois dans les chapitres. C'est à la fois la lecture de Nietzsche et à la fois la lecture un peu spirituelle, théologique, voire même ésotérique sur le sexe des anges, etc. Complètement. Non, c'est une lecture très juste. Je dirais qu'en fait, il y en a trois. Il y a l'intrigue romanesque qu'on lit avec ce que porte l'histoire et les personnages. Ensuite, il y a le côté un petit peu théologique qui nous force à croire, qui nous laisse plutôt songer qu'il y aurait cette idée d'un sens qui se cache derrière le texte à travers la figure des anges qui incarne un peu la métaphysique. Et ensuite, il y a Nietzsche qui surplombe et qui est un petit peu le maître du récit, une forme de conscience suprême qui s'ajoute au-dessus, comme pour dire regardez, est-ce que cette intrigue théologique a du sens? Est-ce que cette malédiction a du sens? Ou est-ce que tout ça ne vaut que comme interprétation de volonté de puissance qui s'entrecroisent et qui se détruisent, en fait? Parce que Nietzsche disait, d'ailleurs je le mets en exergue d'une des parties, Nietzsche disait il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations des faits. Et c'était aussi une manière pour moi de remettre le lecteur au centre de l'intérêt du livre. C'est-à-dire que dans le livre, il y a un coupable, mais c'est pas à moi de le choisir. J'ai fait en sorte de poser des chemins, des chemins qui mènent un petit peu nulle part, comme dirait Heidegger, mais c'est plutôt au lecteur de faire le travail pour savoir où lui il veut aller. Je sais que c'est la réflexion que m'a fait ma mère quand elle a fini le bouquin. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Mais on est d'accord que l'agresseur, c'est un tel ?» Et je dis « Je crois que tout le sujet, en fait, et toute la construction du bouquin est faite pour dire que ça peut être n'importe lequel. C'est ça. Et chacun a à un moment donné une interaction avec... on va pas spoiler, mais chacun a son moment où tu te dis « Putain, c'est lui ». Et en fait, non. Peut-être, Ouais, mais... Peut-être, ça dépend. En vérité, il y a 4 possibilités. Et en fait, ça dépend et de la lecture qu'on en a, mais cette idée de responsabilité collective, je l'aime bien dans le sens où, en fait, on est une petite société et on a un rôle à jouer dans ce genre de choses. Donc, il y avait un petit peu cette idée de dire peut-être que c'est pas lui, mais en fait, ça pourrait tellement être lui. Ça pourrait tellement être ce bonhomme ordinaire qu'on croise tous les jours et compagnie, qui a l'estime de tous et compagnie. Et quand on fait un petit peu de
de sociologie des VSS et de ces choses-là, ben, on se rend compte que c'est monsieur tout le monde. Donc, Ouais, c'est un petit peu aussi un des messages que j'ai voulu formuler à travers cette métaphysique romanesque, même si le terme est un peu pompeux. ouais, c'est pas tous coupables, mais tous capables, en fait. C'est ça, exactement. C'est... Dans sa claque, hein, le type, il est... Passionnant. Ça fait 1 heure que je l'ai dans la tête et que j'écoute plus rien de ce que tu me dis, du coup, parce que j'ai vraiment très très envie de la sortir. Ouais, ma seule grande question dans tout ça, c'est Nietzsche, de droite ou de gauche? Alors ça, c'est une, c'est une grande question. Donc, je pense que véritablement, c'est une question qui, alors désolé, mais qui n'a pas de sens véritablement par rapport à ce que fait Nietzsche, à ce que dit Nietzsche. Parce que d'un côté, bon, la première réponse qui viendrait immédiatement, pour moi, c'est Nietzsche de droite, une sorte d'aristocratie, un mépris colossal pour tout ce qui vient du peuple, donc de la foule. Mais en fait, Nietzsche c'est pas une aristocratie au sens social qui cherche à bâtir, c'est une aristocratie de la vie en fait. C'est-à-dire que dans un sens philosophique un petit peu plus profond que le Nietzsche de façade. Aux yeux de Nietzsche, c'est pas le monde n'est pas donné tel qu'il est, comme un système de représentation qui serait préétabli par notre conscience et par les catégories de l'entendement qui feront mettre à jour des structures externes à ce dernier, comme chez Kant en fait. La rencontre avec le monde est toujours violente, et c'est la violence qu'on va ressentir dans le monde qui va changer notre perspective, nous permettre de grandir. Donc on souffre, on grandit, on voit le monde d'une autre façon, on devient plus grand, plus créateur, mais pas plus grand, plus riche. Donc c'est pas une forme de vision capitaliste, darwinienne et des choses comme ça. En fait, chez Nietzsche, n'importe qui peut avoir, je pense, cette force, cette volonté de puissance, selon les forces actives et réactives qu'il va déployer pour pouvoir appréhender le réel. Et véritablement, je pense que on trouve des choses qui aujourd'hui se situeraient plus à droite, puisqu'évidemment, l'individualisme exacerbé, donc mépris des couches populaires, un mépris énorme pour tout ce qui est de l'ordre des auteurs comme Zola et compagnie. Donc on peut pas... En fait, il y avait un auteur, il me semble que c'est Dimitri Schaffer, qui avait fait un livre intéressant dans lequel il disait que il y avait l'idée enfin, il y a des gens qui disent oui, non, mais en fait, Nietzsche, on le lit mal. Non, il y a du mépris, évidemment. Il y a un mépris assez colossal pour tout ce qui est de l'ordre des questions sociales. Il se demande même pourquoi des questions sociales, quoi. La vie des pauvres n'est pas intéressante. Pourquoi? Parce que bon, il associe souvent ça à la faiblesse. Mais d'en faire un tenant d'une certaine forme de darwinisme social, je pense que c'est assez faux, parce que c'est le philosophe qui éclate ses valeurs. Donc quelque part, c'est aussi une critique de ce que pourrait être la droite aujourd'hui, parce que on voit beaucoup des figures d'internet aujourd'hui qui vont reprendre un petit peu une forme de Nietzsche-Cato, qui est un contresens absolu, même si des fois la démonstration peut sembler pertinente et que les lectures sont toujours fécondes. Mais enfin, Nietzsche-Cato, non. Je veux dire, c'est comme stalinien pluraliste en fait. Ça n'a pas véritablement de sens, et de la même manière, Nietzsche nationaliste, ça n'existe pas non plus, parce que Nietzsche passe une grande partie de sa vie apatride, et en fait, il n'a aucune considération pour tout ce qu'il appelle les arrière-mondes. À partir du moment où on se fait une idée de quelque chose qui va devenir une vérité, et donc qui va être à l'état de stasis, et donc plus de mouvement, on rentre dans une forme de platonisme dans laquelle on va figer une idée et qu'on va s'y référer comme absolu. Et à partir de ce moment-là, on reproduit le geste chrétien qui, c'est lui, du nihilisme et de la faiblesse. Donc en fait, ce que veut Nietzsche, c'est un monde qui est mouvant, qui est chaotique, mais chaotique dans le sens qui épouse des forces contradictoires et qui n'épouse pas une vision définitive du réel et de l'histoire. Si par exemple, je suis communiste, si je suis nationaliste, ou si j'ai toujours des idées qui vont me permettre de me tenir debout, en fait, je suis un faible. Et on trouve autant des faibles chez les catholiques que chez les nationalistes que chez les communistes. D'où le fait que je dise, en fait, c'est plutôt un rapport à la vie qu'un rapport à la politique. D'ailleurs, il y a de très belles lectures de gauche de Nietzsche. Je veux dire, pour moi, les lectures les plus intéressantes, je pense que parce qu'il a fallu, par exemple, pour écrire le livre, que je lise pas mal de livres à propos de Nietzsche, par peur de l'erreur, évidemment. Et donc, je me suis plus que renseigné, et je me souviens de plusieurs auteurs, notamment, qui m'ont marqué
il y avait la lecture donc d'Heidegger avec Nietzsche comme non pas fin de la métaphysique, mais dernier métaphysicien, en sorte que la métaphysique est représentée par la volonté de puissance. Mais il y a Deleuze et Barbara Stiegler. Mais je trouve que le livre, pour tous ceux qui s'intéressent un peu à Nietzsche, que le livre de Barbara Stiegler, Nietzsche et la vie, est absolument génial. Et puis en plus, écrit dans une belle prose, dans quelque chose qui ne se veut pas ésotérique, et qui donne justement cette interprétation de la vie qui dit qu'en fait, sur la fin de sa vie, Nietzsche s'intéresse surtout à la biologie, et par cet intérêt à la biologie, il va épouser un nouveau schéma transcendantal, donc ça c'est du vocabulaire kantien, pour dire en fait, c'est la blessure qui nous ramène au monde et qui nous permet, par la cicatrisation, de voir les choses autrement. Pour essayer de faire simple, c'est comme ça que je le résumerai. Est-ce qu'on peut donc dire que Nietzsche est à la philosophie ce que Macron est à la politique? Après le mépris pour les beaux, est-il à la philosophie ce que Macron est à la politique? Ça aurait été merveilleux, mais je voulais pas du tout t'interrompre parce que c'était passionnant. Mais vraiment, j'ai trouvé la il y a un quart d'heure. On peut considérer que cette réponse extrêmement riche est une très bonne transition pour le premier jeu de l'histoire de ce podcast, qui est gauche ou droite. Et en fait, donc, le principe, le piège, va être que je vais vous lire une phrase d'un auteur ou d'une autrice, et que l'objectif sera de me dire si vous pensez que cet auteur est de gauche ou de droite, et éventuellement de deviner qui est cet auteur ou cette autrice. Vous pouvez me poser des questions sur son pays d'origine. Du coup, donc droite ou gauche, première phrase, attention, tenez-vous bien. Je suis un partisan des frontières, à condition de pouvoir les franchir sans tracasseries inutiles. Oh, ça peut être gauche. Ça pourrait très bien être Stefan Zweig, en fait. Ah ouais. Parce que Stefan Zweig était, en fait, j'y pense spontanément parce que il était complètement contre l'idée, lui qui a voyagé toute sa vie, contre l'idée d'avoir un passeport et qui nous sommerait d'être assigné l'identité définitive et qui nous empêcherait de voyager. Donc, j'ai pas de... Alors, c'est pas Stefan Zweig, mais c'est effectivement quelqu'un qui a un problème avec les passeports et qui a été un grand voyageur et pas un problème de passeport, un problème éthique et philosophique avec le passeport, et qui a été un très grand voyageur. Parce que c'est tellement absurde comme phrase que c'est forcément de droite. C'est de droite, déjà, premièrement. Ça fait un peu néolibéral, quoi. Je suis un partisan des frontières à condition de pouvoir les franchir sans tracasserie inutile. Oui, de les franchir sans tracasserie inutile, c'est vraiment une parole de bien important. Ça pourrait même être une parole un petit peu guerrière. Hein. Ah, ouais. Enfin, On s'approche de quelque chose. ça dépend comment on les franchit, effectivement. C'est-à-dire que si on franchit le Rubicon ou si on franchit le portique de sécurité de l'aéroport, c'est pas la même chose. Est-ce que vous voulez que je vous dise ou est-ce que vous voulez essayer de deviner encore un petit peu? Oh, je veux bien la réponse. Alors, il s'agit de Jean Raspail. De droite. Ah. C'est un auteur de droite. Enfin, assimilé de droite. hein, bien sûr. Oui, bah, c'est une droite. Quand même. Donc, Jean Raspail, c'est quand même un auteur qui a beaucoup circulé, qui a été un grand aventurier, hein, finalement, et qui a écrit beaucoup de romans d'aventure. Je connais très mal. En plus de ses romans très à droite. Enfin, son roman très à droite. Oui, qu'il a un peu étiqueté. Voilà. Mais cette phrase est tirée de La Hache des steppes en 1974. Et elle reflète l'attachement de Raspail du coup à la notion de frontière, valeur de droite, mais note aussi une ouverture à la libre circulation, au rejet des bureaucraties, ce qui peut être revendiqué aussi un peu à gauche, dans une perspective de droite. Dans une perspective d'abolition des obstacles inutiles entre les peuples. De droite. Enfin, obstacles inutiles entre les gens qui ont de l'argent et leur destination de voyage, je pense, plutôt. Mais bon. Phrase numéro 2. C'est même néolibéral. Je sais pas si on peut considérer que Jean Raspail est néolibéral. C'était plutôt je pars avec une machette. Vous faire des ennemis là. Il avait un petit côté, si tu veux, c'est un peu le père spirituel de Sylvain Tesson à certains égards quand même. Hein. C'est qu'il partait dans des coins paumés et il faisait de l'aventure et d'ailleurs il a un super livre qui s'appelle Petit éloge de l'ailleurs où il parle du voyage en fait. Mais c'était effectivement, il faisait l'aventure comme Tintin aurait fait l'aventure, quoi. Donc, c'était effectivement de droite. Il fallait des sous, il fallait pouvoir s'absenter de son travail. Donc, Sylvain Tesson est Tintin. Ah bah, Sylvain Tesson est plutôt de droite, je crois, hein, quand même, hein, globalement. La deuxième phrase d'un grand auteur. Si nous ne croyons pas à la liberté d'expression pour les personnes que nous méprisons, nous n'y croyons pas du tout. Ou ça, c'est de gauche. Oui, ça peut en fait, mais ça c'est de gauche, mais c'est un petit peu ce type de phrase qu'on retrouve sur les réseaux et qui peut appartenir à n'importe qui.
autant à Voltaire que... Mais il y a la phrase qu'on prête à Voltaire. Eh bien, figurez-vous, cette phrase, alors a priori, parce que encore une fois, c'est Grog qui écrit à peu près tout dans ce podcast, donc on n'a pas vraiment vérifié les sources, mais Travaillons pas. non, mais a priori, et je suis allé vérifier quand même, il a dit quelque chose de ce tonneau-là, c'est Noam Chomsky, Oh, ça, voilà, qui exprime cette idée ça lui ressemble. à plusieurs reprises de cette manière ou d'une autre, notamment dans son ouvrage Notes on Anarchism, hein, et lors de son discours sur la liberté d'expression. Il argumente que la véritable liberté d'expression ne se réalise que si on accepte qu'elle s'applique aussi à nos opposants, même à ceux dont les propos sont jugés odieux et détestables. Phrase numéro 3, pardon. Et celle-là, elle est vachement plus simple quand même. La société n'existe pas. Il n'y a que des hommes et des femmes, et il y a les familles. Marx. Non. La société n'existe pas. La société n'existe pas. Je suis idiot. Ça ne va pas être Marx. Non. C'est même l'anti-Marx. Enfin, pas exactement, mais oui, c'est pas loin. Ah, ouais, dans le sens... alors, ça doit être soit Constant, soit quelqu'un de plus à droite encore. Thatcher. C'est exactement. C'est Margaret Thatcher. Maggie. C'est Maggie. Je comprends pas pourquoi j'ai commencé par Marx. Margaret Je- Thatcher a prononcé cette phrase en 87 lors d'une interview au magazine Woman's Own. Elle visait à résumer sa vision du conservatisme et du libéralisme économique. La société n'est pas une entité abstraite dotée de responsabilités propres, mais une somme d'individus et de familles responsables d'eux-mêmes. La première fois que je l'ai entendu, je l'ai pris au sens matérialisme pur. Oui. Ce qui m'a fait répondre trop vite. Voilà, donc heureux de voir qu'il y a un pont qui peut se faire entre Marx et Thatcher. Marx à Thatcher, c'est la première fois que j'imagine ça. Et enfin la dernière, qui est un peu peut-être la plus amusante ou peut-être la plus simple, je sais pas. C'est un homme qui possède une femme et un foyer est déjà un peu monarchiste. Ça doit être Maurras. Non. Non. Ah non. C'est difficile, hein. Ah non, c'est très dur. C'est de gauche. C'est de gauche, oui, c'est de gauche. Et c'est Pablo Neruda. Oh, là, je l'aurais jamais trouvé. Pablo Neruda. Cette phrase provient du recueil Résidence sur la Terre, 1935. Il utilise une tonalité ironique pour évoquer la tendance de l'homme à devenir légèrement conservateur lorsqu'il jouit de stabilité familiale et matérielle. Est-ce que tu peux redonner la citation, s'il te plaît? Un homme qui possède une femme et un foyer est déjà un peu monarchiste. Oui, le terme de Voilà. posséder, ouais. Le terme monarchiste suggère une attitude de préservation de l'ordre établi et de défense des structures sociales traditionnelles, ce qui peut être de manière caricaturale, une vision droitisante, attachement à la famille, à la propriété, etc. C'était utilisé de manière ironique, mais elle est, tu vois, elle est un peu ambivalente. Bon, c'était rigolo. Vous avez fait un 2 sur 4, qui était, mais les deux dernières étaient plus subtiles. Honorable. Pour revenir à ton premier roman, ce que la nuit choisit, portrait sans concession, truandise, mafia, anorexie, angoisse, il peint une Corse qui s'écroule. Non, l'idée d'une Corse qui s'écroule, oui et non. Alors, je crois pas au passé mythifié. Je pense que sur certaines caractéristiques, on peut avoir la fin de quelque chose, oui, pourquoi pas. Mais non, une Corse qui s'écroule, je pense pas. Je pense qu'on a surtout tendance à nous-mêmes créer un arrière-monde par rapport à un passé mythifié en Corse, en fait. À chaque fois qu'on entend le moindre fait divers, il y a toujours quelqu'un pour commencer, oh, et nos valeurs ancestrales et compagnie. Mais si on a un minimum de curiosité historique, on peut très vite se dire que nous n'avons rien à envier à nos ancêtres, en fait. Donc, véritablement, je pense que c'est une société qui est peut-être dans une mutation trop rapide, oui. Ça, je veux bien l'entendre. Donc, quelque chose qui s'écroule, on change trop vite de monde. Le monde disparaît, on a encore des restes de quelque chose, et c'est ni bien ni mal, c'est ainsi, on peut pas contrarier le cours des choses, c'est inéluctable, et le nouveau monde qui apparaît va, sans nul aucun doute, ressembler beaucoup plus aux sociétés postmodernes que l'on trouve un petit peu partout. En fait, on perd un petit peu une culture du temps long et de l'enracinement, ça c'est sûr. Hommage à Ferrari. Inspiré de Jérôme Ferrari, vise le trône des lettres corses contemporaines. Est-ce que tu vises le trône est-ce que tu vises la couronne des lettres corses? Non, je pense que la couronne lui appartient déjà et qu'elle sera très très difficile à lui subtiliser. Mais encore une fois, moi je fais pas ça dans un objectif de concurrence ni avec Jérôme ni avec n'importe quel autre auteur ou autrice corse. Et puis au-delà de ça, j'aimerais bien me défaire de l'étiquette d'écrivain corse. Parce qu'en fait, on est auteur ou on l'est pas, mais bon, je veux dire,
Mon éditrice me rappelait une anecdote à ce sujet d'un auteur qu'elle connaissait, qui avait été pendant 30 ans prof dans une université prestigieuse aux États-Unis, et quand il est arrivé, on lui a dit: ah, c'est vous l'écrivain africain? J'ai dit non, c'est moi l'écrivain. Mais bon, soit on est écrivain, soit on l'est pas, mais l'origine et compagnie peut à la limite nous renseigner un petit peu sur les thématiques, mais pas forcément. Et j'ai véritablement, sans aucun regret pour ce que j'ai déjà écrit, j'ai véritablement l'ambition d'explorer d'autres thématiques, continents, et d'essayer de me renouveler à chaque fois. Donc évidemment, il y aura peut-être potentiellement d'autres livres sur la Corse, mais moi je suis un petit peu de la vieille école qui songe à croire que le roman, sa vocation est universelle. Est-ce que par exemple, bon, avant toute chose, c'est pas le même niveau évidemment, et c'est pas pour me comparer, mais quand on lit Krasznahorkai, qu'on lit Tango de Satan, ou quand on lit un roman immense comme celui de Mircea Cartașescu qui est Solenoid, est-ce qu'on se dit que c'est un écrivain roumain, Krasznahorkai? Est-ce qu'on se dit que c'est un écrivain hongrois? Quand on lit Stefano Darigo avec Orsini Sorca, on se dit ah là on a le roman italien. Non, on a le roman en fait. 2666 de Bolaño est écrit par Bolaño, il n'est pas écrit par un écrivain mexicain, il me semble. Et encore, je suis même pas sûr, parce qu'en fait, cette question-là ne m'intéresse pas, parce que je trouve qu'elle n'a pas véritablement d'intérêt. Véritablement, on doit réussir, et c'est aussi pour ça que je suis un petit peu vieille école, et j'entends, je pèse mes mots quand je dis ça, pas trop vieille école non plus. Ben, véritablement, il y a l'idée de vouloir vivre d'autres vies que la sienne. On est dans une subjectivité totale, en fait, depuis le post-modernisme foucaldien, en fait, on est dans le truc, on ne peut pas écrire si on n'a pas vécu la chose. Mais non, tout l'intérêt de la littérature, c'est justement, moi, j'ai pas envie de me cantonner véritablement à ce qui serait quelque chose d'uniquement corse. Là, en ce moment, je lis un roman que je trouve exceptionnel, et c'est assez rare pour que je le souligne, qui est celui de John Boyle, Les éléments, qui a eu le prix Fnac. Et en fait, vous avez donc une construction en 4 parties où on a 4 personnages différents, et à un moment donné, on est dans la peau d'une femme, puis dans la peau d'un homme, puis dans la peau d'un adolescent, puis à nouveau dans la peau d'une femme. Enfin, il me semble, ou quelque chose comme ça, quoi. Et puis je me dis, waouh, c'est dingue, parce qu'on y croit vraiment. Et là, véritablement, il y a un effort à la fois de déconstruction de soi, même si le mot a mauvaise presse aujourd'hui, pour s'immiscer dans la vie de l'autre. Et pour moi, véritablement, on touche à l'universalité qu'à partir de ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de faire un roman corse, même si j'ai essayé d'étudier, d'être le plus fin possible sur la psychologie et la sociologie de mes personnages. Mais ce qui m'intéresse, je suis bien content quand, par exemple, je repense à une jeune lectrice qui est venue me voir à Saint-Malo en me disant, mais moi, j'ai vu ma vie et j'étais touché, parce que je me suis dit, il y a quand même peu de chances que la jeunesse en Castaniche et la jeunesse en Saint-Malo ait quelque chose de... Je dis non, mais c'est les mêmes thématiques, en fait. On se pose tous des questions, on est tous dans ces choses-là. C'est pas les mêmes codes au millimètre près, mais véritablement, un roman nous grandit quand il parle de soi depuis l'autre bout du monde, en fait. Et c'est un petit peu cet idéal peut-être post-kantien que j'aimerais autant que possible incarner dans ce que je fais. Oui, puis peu importe le décor finalement, parce que je veux dire, tu peux lire Germinal et t'identifier à quelque chose dans Germinal en n'étant pas, pas dans une mine, quoi. Complètement. C'est réducteur. Alors peut-être que pour se corriger un peu et voir un petit peu ce qui pourrait être dit, enfin si quelqu'un portait une contradiction à ce que l'on énonce, évidemment, quand on vit la chose, on peut peut-être en parler de manière plus facile, plus vraie, plus légitime. Mais est-ce que c'est pas justement toute l'entreprise de la littérature de se déconnecter de soi? En fait, c'est de vivre plusieurs vies à travers la littérature. C'est-à-dire, si on reste dans notre vie en dehors de la littérature, on ne vit qu'une seule vie. Et même de développer son empathie finalement, hein, de se mettre à la place des autres. D'autres vies que la sienne. Quand on écrit quelque chose comme toi tu as écrit sur ce qui arrive à ton personnage, à Cécilia, ou moi quand j'ai écrit ce qui arrive à Marie à Lamproun, j'ai l'impression en tout cas qu'on l'aborde avec beaucoup d'humilité et beaucoup de distance et avec beaucoup de respect et de pudeur, parce que on n'est pas légitime de poser un jugement ou de poser
une grande analyse du sujet, mais par contre, on est légitime de parler des choses qui nous semblent importantes. Et c'est important de parler de ce qui arrive à Cécilia, c'est important de parler de ce qui arrive à Marie, parce que ça arrive à des femmes, et que c'est important de le dire finalement. Complètement, complètement. En fait, c'est véritablement. En fait, on prend toujours un risque quand on fait ça. On prend toujours un risque et le risque que l'on prend, c'est justement de parler faux. Mais je pense qu'avec avec ce qu'il faut d'empathie, et là je repense, ça me fait rebondir sur un autre livre que j'ai trouvé exceptionnel. Je dirais que cette année, j'ai lu peut-être alors j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai lu peut-être 4 ou 5 livres exceptionnels, et le deuxième exceptionnel que j'ai lu qui me fait penser à ce que nous sommes en train de dire, c'est un premier roman qui est paru chez Lattès et qui s'appelle Pâture, d'un auteur qui s'appelle Alexandre Lambourou, et lui, donc, il raconte une histoire inspirée d'une réalité sordide, et donc il se met à la place de son personnage qui s'appelle Célia, et en fait, il le fait avec tellement d'empathie, et il le fait avec les tripes. Et je pense que quand on écrit un petit peu avec ses tripes, comme Alexandre Lambourou le fait, comme moi j'essaie de le faire, et comme beaucoup d'auteurs et d'autrices le font, ben on a une chance de parvenir à dire quelque chose du réel qui s'incarne ailleurs que nous-mêmes, en fait. Je reviens à la maxime de Luc Plamondon. De qui, pardon? De Luc Plamondon, l'auteur du livret de Starmania. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. Pas mal. Et je ramène un peu de pop culture, hein, Il est bon. parce que c'est vraiment très très pointu, Il est bon, hein, il est jusqu'ici. C'est vrai. C'est vrai que c'est pointu, mais en même temps, on se régale. Enfin, c'est hyper intéressant. Et la prochaine question, à mon avis, est hyper intéressante. Je ne l'ai pas comprise. Je l'ai laissée parce que Grok a mis ça. Je pense qu'il a halluciné complet. Mais bon. Singularité orientale montre aux chiffres arabes un clin d'œil à une Corse ouverte sur l'ailleurs. Ça vient d'une interview que j'avais donnée, ma première interview que j'ai donnée à Corse Matin. En fait, ce qu'avait voulu mettre en avant le journaliste, c'était que on n'attendait pas de moi ce que je sois, ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que j'étais un petit peu, pour le journaliste, à contre-courant du jeune trentenaire Bastiais, c'est-à-dire que je ne porte évidemment pas de Rolex, et que j'avais, donc là je l'ai pas sur moi, mais j'avais une montre avec justement des chiffres arabes, me semble-t-il, ou enfin du moins quelque chose qui ne ressemble pas à la montre classique avec les chiffres romains. Et peut-être aussi que Grok a fait un mélange avec tout ce qui peut apparaître dans le livre comme étant des incarnations philosophiques, des traductions d'intrigues qu'on retrouve à propos de l'islam. Avant d'écrire le livre, j'avais lu, je me semble que j'avais compté, c'était à peu près 80 livres pour avoir tout ce qu'il me fallait, en plus du scénario, je dirais, de tout ce qui se passe. Ben, j'avais lu beaucoup sur tout ce qui est de l'ordre de l'islam, plus encore sur la théologie chrétienne par rapport aux anges, et je pense que certaines phrases peuvent rappeler, à mon avis, certains commentaires du Coran, donc notamment par rapport à tout ce qui est rite islamique, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se passe un enterrement musulman, des choses auxquelles je n'étais pas au fait, en fait, je ne connaissais pas. Et donc là, j'ai véritablement dû faire un travail de fond pour essayer d'avoir cette écriture incarnée dont on parlait. En fait, je voulais pas que quelqu'un, par exemple, qui soit d'origine maghrébine, lise le texte et se dise, mais en fait, ce bonhomme nous regarde avec condescendance, on nous regarde de loin. J'ai véritablement essayé de mettre sur un pied d'égalité mes personnages par rapport à l'empathie que je leur témoignais. Et pour moi, être véritablement dans l'empathie de son personnage, c'était aussi essayer de comprendre ce qu'il comprend, ce qu'il voit du monde. Donc j'avais vraiment l'idée de me dire, ok, donc Gabriel, il est comme ça, il est une espèce d'idolâtre moderne par rapport aux formes du visage de Cécilia qu'il admire et qui se demande si tout ça n'a pas un sens métaphysique. Il donc construit l'archétype de l'éternel féminin à travers le visage qu'il trouve parfait. Et mais Lélia est pas du tout dans ce schéma-là. Donc Lélia, il fallait qu'elle ait sa métaphysique qui lui soit propre, avec finalement l'abandon de l'islam dans une famille où il est difficile d'abandonner ce type de croyance. Donc et à chaque fois que je me suis lancé dans un sujet, je me suis dit
tu dois faire ce sujet pour qu'il puisse être vivant et profond. En fait, tu as un point de vue comme celui de Lucien, même s'il peut paraître pour le lecteur complètement radical et stupide, bah, il doit avoir du sens dans l'architecture du roman et dans la manière dont je le mets en place. Oui. Il faut comprendre l'être même du personnage, parce que en fait, l'idée est de jamais me juger moralement les personnages. Je pense que quand on a un narrateur qui surplombe et qui va dire, par exemple, admettons qu'il y a un caca qui tape de la coke dans le roman et compagnie, qu'on commence à prendre une grosse foi pour dire à quel point on est dans un truc décadent, tout ça. Non, on ne doit pas faire ça. Enfin, à mon sens, hein, ça serait un peu manquer l'objectif d'incarnation ontologique du personnage que de juger avec surplomb les gestes de nos personnages, en fait, véritablement. Et encore une fois, comme ça revient sur ce qu'on disait au début, ça leur donne une nuance et du coup, ça les rend Plus humain. plus humains, plus complets. Enfin, tu écris pas un roman d'heroic fantasy, tu écris un roman. Qui essaye de s'attacher au réel. Et puis moi, je veux me te dire que quand j'ai donc dans toutes ces longues périodes dont on a parlé et compagnie, donc évidemment, à chaque fois on me demande, oui, mais est-ce que c'est quelque chose d'autobiographie? Il y a toujours le soupçon que le roman soit une autobiographie déguisée, ce qui n'est pas le cas, mais qui est toujours un peu le cas, évidemment, qu'on emprunte au réel quelque chose qu'on va subvertir, travestir et qu'on va transformer dans l'acte de l'écriture. Pour autant, c'est pas une autobiographie du tout. Et d'un autre côté, l'intérêt romanesque n'est pas là. Moi, au départ, même s'il y a certaines figures qui ont pu me faire penser à des gens que j'ai fréquentés, bah, en fait, pendant les longues heures de correction d'écriture, je me couchais la nuit et je voyais ces gens. J'ai l'impression qu'ils existent. Mais ils n'existent pas, tout est dans ma tête. Mais j'ai véritablement l'impression que quelqu'un comme Raphaël existe. J'imagine tout à fait le visage de Lélia, même si je le décris pas tant que ça, pour laisser sa place au lecteur. Par exemple, tout le monde me dit, ouais, Cécilia, elle est telle couleur de cheveux, telle couleur de cheveux. Ben, en fait, je ne le précise pas. Parce que je pense, à l'instar de Javier Cercas, que 50% du travail doit aussi être fait par le lecteur et qu'on s'identifie plus facilement à quelque chose dont les bornes ne sont pas tout à fait dessinées. Il faut donner les grands axes, mais peut-être que cet espace de liberté est l'espace de personnification qui nous donne la force de nous identifier à certains personnages. Oh, mais cela dit, il y a aussi un côté. Tu évites un peu. Moi, je suis attaché à la mort de l'auteur. Tu vois, au principe de la mort de l'auteur qui dit que une fois que tu as lâché ton bouquin, en fait, l'interprétation des lecteurs vaut autant que ton interprétation à toi en tant qu'auteur. Je suis assez d'accord avec ça. D'où le fait de laisser des pistes ouvertes et de dire maintenant, voyez, je vous offre ici une forme de miroir de la société contemporaine corse. Prenez, ceci est mon livre. Mais allez, sans transition, personnalité et style de l'auteur. Oh là. Grock nous propose une belle antithèse. Prose lumineuse, sobre et contrastée avec une malice qui abuse parfois des formules philosophiques. Puis, dans la foulée, anti-pensum. Pensum. Pensum. On dit pensum. Bah, ça dépend si tu le dis à la française ou en italien. Pensum. Il évite le traité philosophique pour une narration tenue et suspenseuse jusqu'à la dernière ligne. À la fois, pour lui, tu abuses des formules philosophiques et en même temps, tu évites le traité philosophique avec une narration tenue et suspenseuse. Un petit peu le risque, et c'est, je pense, ce qui doit un peu... alors, il m'est arrivé qu'on me fasse la remarque de me dire, oui, mais tout ce truc autour des anges et compagnie, et ces intrigues métaphysiques et cette double lecture, ça complexifie le tout, tu devrais un petit peu renoncer à ça. Mais moi, j'avais véritablement envie de faire comme ça. Et je pense que pour la majorité des lecteurs dont j'ai eu un retour, je ne sais pas les retours de tout le monde évidemment, et je pense que les mauvais retours existent, mais qui ne parviennent pas à mon oreille pour des raisons évidentes, pour éviter de me blesser. Non, je pense que ce texte a été vraiment construit dans l'idée d'avoir un arrière-texte philosophique qui nécessite une relecture du texte global. En fait, moi, mon idée initiale était je lis ce livre, je peux prendre plaisir par rapport à la trame principale, et à la fin du livre, je me dis, quelqu'un doit se dire, le lecteur doit se dire, ah, mais là, zut, je suis passé à côté de quelque chose, il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne pour comprendre véritablement. En fait, c'était ça l'idée. C'était vraiment l'idée de faire, comme j'avais dit dans
dans une des premières interviews que j'ai données, une forme de, peut-être la formule est un peu pompeuse, mais c'est pas grave, une forme de cluedo métaphysique en fait. On a quelque chose de l'ordre d'une enquête et on a quelque chose de l'ordre d'indices philosophiques qui viennent parsemer justement tout le récit et faire en sorte que à travers l'interprétation des anges, de Nietzsche, de cette forme hybride entre philosophie et roman, réussir à trouver finalement qui est le coupable dont on parle. Cluedo métaphysique, Cluedo un autre terme à mettre dans tous les dossiers de production. Ouais, tout à fait. Pour revenir sur ce que tu disais sur les doubles intrigues et l'intrigue métaphysique, l'intrigue nietzschéenne et l'intrigue du récit, moi j'ai été vraiment happé par l'intrigue du récit et du coup c'est vrai que bon, moi j'ai lu 2 fois du coup le bouquin, une fois avant de te rencontrer, une deuxième fois une fois qu'on s'était rencontrés. Même qu'il y a les 960 pages. Ouais, 260 pages de pur bonheur. Et en fait, la première fois, si tu veux, moi, l'intrigue sur les anges, etc., m'est un peu passé au-dessus. J'étais vraiment intéressé par l'intrigue et par le comment t'allais dérouler tes personnages. Très bonne Et vanne, du coup, en passant. comment? Très bonne vanne. Les anges qui te passent au-dessus, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'ai un peu sauté ces passages-là. Enfin, je les ai pas sautés, mais je les ai lus plus en diagonale que le reste. Et je trouve que c'est bien fait parce que c'est quand même enchâssé dans ton récit, c'est quand même bien construit, les transitions sont hyper propres et hyper naturelles. Mais si tu passes dans un paragraphe où ça parle des anges et où la personne eh ben, a pas trop le temps ou a une envie de lire plus vite ce passage-là et de moins s'attacher sur les mots parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, elle peut le faire. Je trouve que c'est bien aussi. D'où le fait de proposer aussi une lecture où parfois il arrive que les anges soient là sans qu'on le sache. Oui. Parce que par exemple, dans des scènes où il y a beaucoup d'action, on va pas essayer de surplomber par une forme de métaphysique angélique dessus, avec toutes les références à Thomas d'Aquin et tout ça, en disant, mettons un flingue pointé, et puis là, on va pas commencer à disserter. Non, il y a un flingue pointé, on discute pas. Donc l'idée, c'est de, justement, une fois qu'il y a un flingue pointé, pourquoi ne pas tout mettre au présent? Parce que le présent s'incarne comme étant le temps des anges dans le roman. Donc en fait, ça y est sans y être. Donc j'ai vraiment voulu chasser toutes ces réflexions quand elles étaient un petit peu... en fait, quand elles sont pas dans des phases descriptives, elles peuvent casser l'intrigue. Et j'avais besoin aussi de garder ce rythme qui fait que je pense, enfin d'après ce que les lecteurs et les lectrices m'en disent, que c'est quelque chose qui se lit vite en fait, malgré les 470 pages. Ouais. Le fait que ce soit fragmenté en petits chapitres y aide beaucoup. Et je voulais pas perdre en me disant, là on fait un gros passage sur le Concile Vatican II et compagnie qui va casser le rythme. Ben, en fait, il y a un passage sur Vatican II, mais il arrive dans une période un petit peu plus calme, certes, mais il dure que 4 ou 5 lignes. Par contre, il faut faire attention, est-ce que ça s'insère de manière à ne pas rompre la mécanique du récit, bien sûr. Et pour du coup parler de la fin du livre, parce qu'on va en parler un petit peu là avec Paul, moi je trouve que c'est finalement un roman assez optimiste. Je trouve que la fin est assez optimiste en fait. Déjà parce que, bon, enfin, on va pas spoiler la fin, mais un certain nombre de déséquilibres que tu crées au début se règlent et se rééquilibrent à la fin. Pas tous, et pas forcément les plus importants pour la meurtrissure des personnages, mais peut-être les plus importants quand même pour les personnages finissent par avoir une solution et se solvent à la fin. Et du coup, je trouve que ça change d'un roman comme par exemple Le Sermon sur la chute de Rome. C'était La particulièrement fin de Jérôme est particulièrement pessimiste, ouais. Surtout dans celui-là. En fait, je réfléchis, mais j'ai pas l'impression que Jérôme ait des fins qui soient véritablement... Balco Atlantico, c'est Balco Atlantico, tragique. Le Sermon sur la chute de Rome, là encore plus. Un dieu, un animal, c'est terrible. Pardon, c'est particulièrement terrible. La fin de Dans le secret est terrible. La fin de Là où j'ai laissé mon âme, j'en ai plus le souvenir par contre. Je me souviens pas exactement de la fin, ouais. Mais encore une bonne raison de le relire. Mais c'est intéressant, je trouve, même chez Biancari, les fins sont quand même. Enfin, la fin de Murtorio, elle est quand même dure. Elle est difficile, mais il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture qui est peut-être, en fait, une ouverture qui est celle de la fuite, en fait, hein, mais qui reste une ouverture, en fait, qui à mon avis, reste à un pas de côté, qui fait que cette possibilité-là existe, mais nous n'avons pas pu l'exploiter chez nous. C'est un peu ça, pour moi, que dit Marco à la fin de ce livre, qui est
qui est vraiment un chef-d'œuvre, hein, véritablement. Et je trouve, ouais, je trouve qu'il y a ça. Moi, enfin, je sais qu'on me décrit souvent comme étant pessimiste. Je pense pas que ça soit fondamentalement vrai. J'ai un petit côté tragique. Mais évidemment, ouais, bien sûr. Je sais que la vie est tragique, je pense que je l'ai intégré. Mais véritablement, oui, il y a une ouverture dans la fin qui dit on aura toujours ces problèmes, mais on peut les surmonter. Il y a une forme d'ouverture à la volonté de puissance. Est-ce que la vie, justement, c'est pas de toujours recommencer et dépasser tout ça? Alors bien que j'ai pas subi, heureusement pour moi, les lourds traumatismes de mes personnages, mais bon, est-ce que justement, il n'y a pas une forme, alors d'un mot un peu trop à la mode, pas une forme de résilience dans tout ça qui permet d'intégrer, justement, de digérer au sens nietzschéen tout ça pour pouvoir devenir un petit peu comme Cécilia, comme le dirait Nietzsche, une étoile qui danse en fait. Il y a un petit peu de ça. Donc on vous invite à lire le livre pour en connaître la fin et pour voir si vous trouvez comme moi et comme Paul que c'est optimiste. Et d'ailleurs, en parlant de la fin de ton livre, Un jeu que j'aime beaucoup. Est-ce que tu connais une citation de Jean Vilar, je crois, dans l'art théâtral, qui dit « Le poète a toujours le dernier mot ». Je connaissais pas la citation, mais je suis assez d'accord avec ça et ça me fait penser à la fois à ce roman et au prochain qui est prêt en fait, où à la fin vous verrez quand il sera temps de découvrir, il y a un petit peu cette question-là, est-ce qu'à la fin c'est pas l'auteur qui a le dernier mot? Et là, en fait, disons que dans ce que moi j'ai fait consciemment, tous les chemins métaphysiques qui peuvent être pris, je les ai plus ou moins anticipés. Mais en fait, je suis pas maître de mon récit, comme on te disait tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura un lecteur, une lectrice qui va avoir un avis complètement opposé, qui va me prouver par A plus B que en fait tel mot, telle assonance va donner une autre lecture possible que moi-même j'avais peut-être en moi dans une forme d'inconscient qui existe sur le texte, mais que je n'arrive pas à véritablement incarner et métaboliser consciemment. Ça, c'est possible. Mais globalement, je pense que dans ce que j'ai fait là, je serais étonné si véritablement on me donnait une fin à laquelle j'ai pas pensé tout à fait. Il y a eu des interprétations où je me suis dit, ok, ça, je le pensais pas tout à fait comme ça, et des pas de côté qui me font plaisir, évidemment. Mais quelque chose de véritablement radical, j'en serais étonné. Mais bon, c'est un défi et pourquoi pas, moi j'y suis tout à fait ouvert. Alors, de Ça me ferait manière plaisir. très spécifique, est-ce que tu te souviens du dernier mot de ton roman? Oui, Je te laisse le donner alors. elle murmure. Absolument. Elle murmure. Gabriel laisse sa main s'élancer doucement vers l'arrière et tout le sang de je son... t'interromps parce qu'on va être obligé de couper en fait, parce que ça spoil le livre. Elle murmure. Bon, Oui, tu te souviens du dernier mot de ton roman? Ouais, bien joué. oh, même du début, j'ai même des passages entiers en tête, c'est des choses qu'on travaille tellement. Et paradoxalement, il y a des passages que j'ai retravaillés pendant la période de réécriture et des chapitres que j'ai ajoutés où des fois, alors moi je ne pousse pas le narcissisme et le masochisme à relire dans mon texte. J'essaie de m'en éloigner et de m'en tenir éloigné le maximum parce que j'ai pas envie de trouver une formule où je me dirais ah non là j'aurais pu faire mieux ou quoi que ce soit. Ça c'est digéré. Mais sur autre chose maintenant mais l'idée est que j'ai des passages entiers que j'ai encore en fait. Et il m'arrive même quand il m'arrive de faire par exemple des lectures publiques de lire le texte et de prononcer une ancienne version du texte. Parce que je l'ai tellement lu dans une ancienne version, par exemple, oh, elle en parlerait longtemps, Donatienne, des Christine, bien après qu'il ne se soit éteint pour rejoindre les spectres et les légendes. Alors au début c'était les contes et les légendes, les spectres et je ne sais plus quoi, avant de mourir comme des spectres vaincus. Et en fait j'ai changé, j'ai coupé, puis j'ai plus finalement la formulation exacte où la réalité elle n'a pas de filtre, on ne peut pas, comme Cécilia. J'ai plein de passages comme ça qui finalement j'ai l'impression de connaître par cœur et quand je les lis, je me dis en fait non, ce texte n'est plus ce texte. C'est une autre version passée. Alors, te rappelant très bien du dernier mot de ton roman, je vais te proposer
de trouver le dernier mot de 3 autres œuvres Difficile. qui ne sont pas si difficiles que ça, promis. Je vais d'abord te proposer de trouver le dernier mot. Vous proposez à tous les deux, c'était un jeu collaboratif, Oui, j'ai pas les réponses, moi. D'accord. de trouver le dernier mot du Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari. Ouah. Je l'ai. Je suis là. Ouais, je l'ai. Alors, J'aurais dit un truc genre Hippone ou. Non, c'est témoignage. c'est témoignage, c'est absolument témoignage. T'as la phrase aussi ou pas? C'est la phrase, ouais. Vas-y, dis-la. C'est quelque chose, quand il est près de la nef, Augustin se retourne, quand il est près de la nef, mais il se tourne, mais il ne voit rien, à part le sourire d'une jeune fille candide, comme témoignage de la fin, comme témoignage du début, comme témoignage de la fin, car c'est un seul et même témoignage. C'est quelque chose comme ça. C'est quasiment ça. Et il s'efforce de se tourner vers le Seigneur, mais il revoit seulement l'étrange sourire mouillé de larmes que lui a jadis offert la candeur d'une jeune femme inconnue, pour porter devant lui témoignage de la fin et en même temps que des origines, car c'est un seul et même témoignage. Bravo. Putain. C'est radieux. Je vous ai dit, je pense que je suis le plus grand fan de Jérôme Ferrari qui existe sur cette terre. On va continuer avec un autre roman de Jérôme Ferrari qui a eu un succès tout aussi retentissant. Le dernier mot d'À son image. Ah, plus dur pour moi, là. C'est pas mon préféré. Dernier mot d'À son image. Ça doit être quelque chose aussi avec l'oncle qui fait une prière au... Alors non, Non. c'est la dernière Ça a pas séquence. la lumière, un truc comme La ça. dernière séquence, elle se recentre sur Antonia, Mais c'est pas alors... juste avant sa mort. Ouais, voilà, c'est quand on revoit l'accident. Je sais pas. Ouais, ça a un lien avec la lumière ou pas? Non, Non, ça a pas de lien avec la photo. Ah, c'était vivre, Non. comme ça. C'est un verbe d'action? c'est un verbe d'action. Oui, techniquement, c'est une action. Oui. Mourir? Non. Je sais pas. Je l'ai pas, là. Ouais, non. Antonia se lève parce qu'il est maintenant temps de partir. Ah, pas hyper loin. Très belle fin. C'est bien, hein. C'est peut-être celui que j'ai le moins lu. Je crois que je ne l'ai lu que 4 fois. Oh, ouais. Lu 4 fois, c'est beaucoup. Vis-à-vis de Indian Animal que j'ai lu plus de 120 fois. Combien? 120, facile. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce qu'on a le CrossFit Ouais. et on a Jérôme Ferrari en fait. Ah, Dans tes journées. Mais il est prof. Hein. Et ouais. Non Bon. mais attends, hein, déjà tu vas te calmer tout de suite. Moi, mon père est prof, donc tu vas te détendre immédiatement. Hein? Ah. Non, j'ai un métier, c'est vrai, mais c'est vrai que il n'est pas faux de dire que en dehors de mes exercices sportifs et de mon métier de professeur, je ne consomme que de la lecture. Ouais. Enfin, j'essaye véritablement de ne faire que lire. C'est beau. Et tu en avais un autre ou Il pas? me semble que le premier livre cité dans Ce que la nuit choisit est Ainsi parlait Zarathustra. Oui, alors oui, c'est assez par hasard. Zarathustra, c'est dans la scène du prologue. Ouais. Est-ce que vous connaissez le dernier mot de Ainsi parlait Zarathustra? Pas du J'ai tout. jamais réussi à lire Nietzsche, hein, donc. Pas du tout. C'est la dernière transfiguration. Donc c'est l'enfant. Le lion. Le lion, d'accord. Quoi? En fait, chez Nietzsche, tu as donc là l'homme qui va passer par plusieurs états. D'abord, t'as raison. D'abord, t'as le chameau. Le chameau, c'est celui qui va porter le poids de la morale sur les épaules. C'est celui qui est dans la force réactive, donc qui en fait est plein de morale chrétienne et qui est plein de force réactive et de tout ce qui contamine l'existence au sens où on ne peut pas incarner la puissance. Et après, l'idée, c'est de redevenir enfant, dans le sens où on se débarrasse de toutes les valeurs. Et donc on se détache de cette carapace un petit peu lourde qu'est le poids de la métaphysique et de la morale. Puis ensuite, c'est le lion dans le sens où on va vers la puissance. Je comprends pourquoi c'est hyper développement personnel compatible en fait. Hein. C'est un peu le zodiaque hein, quand même. Hein. En fait, le problème et l'avantage de Nietzsche, c'est que comme Nietzsche ne croit pas à la vérité au sens du terme établi, il pense que toute son interprétation est métaphorique. Donc il y a autant d'interprétations que des lecteurs, puisque comme le réel est toujours une perspective, chacun, et c'est pour ça qu'il parle par métaphore. Parce que la métaphore ne donne pas d'idée définitive. Ouais. Elle donne des idées poétiques et la poésie flotte, elle est vague. Donc, quelque part, en faisant ces interprétations qui sont des choses vagues, il va dire à chaque lecteur son interprétation de ce que je dis. Un lecteur qui va être peu familier des concepts philosophiques de Kant et compagnie va pas réussir à faire une interprétation très haute au sens profond
de ce que Nietzsche dit. Par contre, quelqu'un qui est véritablement plus puissant, qui a en lui l'exercice de la vie, va réussir à aller vers une interprétation plus riche, protéiforme, chaotique et donc féconde. C'est quand même un peu le principe de l'horoscope, hein. C'est-à-dire qu'il y a un effet Barnum, on te dit un truc que tout le monde va pouvoir adapter à sa vie et trouver. C'est un petit peu le problème de Nietzsche dans le sens où, comme on peut le lire un peu selon sa propre perspective, il n'est pas rare qu'il ait été mal lu et que ça ait donné des catastrophes. À la Première Guerre mondiale, dans la besace du soldat allemand, on distribue un César et Zarathustra avant que les jeunes hommes partent à la guerre. De la même manière, cette idée de lion à la crinière dorée a été reprise par les nazis, en fait. Mais Nietzsche est l'anti-nazi par excellence, puisqu'il est contre toute forme de stasis et de réponse définitive et d'interprétation qui soit... Il est plus proche des Grecs, évidemment, il est plus proche des Grecs. Ainsi parlait Zarathustra, et il quitta sa caverne, ardent et fort comme le soleil du matin qui surgit des sombres montagnes. Montagne. Voilà la dernière parole de Zarathustra. Par contre, je connais la première. Montagne, c'est pas bête, ça j'en aurais pu trouver. Je connais la première qui dit quelque chose comme longtemps, pendant près de je ne sais pas trop combien de temps, Zarathustra resta dans sa grotte et compagnie. Puis un jour, une fois qu'il avait ruminé un petit peu ce qu'il devait dire, il sortit, s'adressa au soleil et dit « Ô astre du jour, quel serait ton bonheur si tu n'avais ce que tu éclaires ?» Ça commence comme ça. C'est très juste. Ouais, ça je m'en souvenais vaguement, exactement parce que j'ai lu que le début d'un Super Zarathustra Et je trouve cette phrase magnifique. Oui, c'est très beau, c'est très très beau. Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ce que tu éclaires. C'est beau, hein. C'est ce qui conclut mon jeu. Moi, j'adore ce jeu. Mais il est C'est un très jeu drôle. en soirée, absolument, avec des gens qui sont un peu monomaniaques. Puis c'est introuvable en plus, enfin, à part quand on a lu 120 fois le bouquin nommé forcément et qu'on le connaît par cœur. Tu sais, à la manière des vieux à l'époque en Corse, dans les veillées, hein, tradition orale, hein, oui, mais les mecs qui connaissaient des passages entiers de Dante et ils te les récitaient sans parfois trop tout comprendre hein, de ce qu'ils disaient, mais cette tradition un peu des rhapsodes finalement hein, et de cette tradition homérique de connaître par cœur les trucs, ben, toi tu pourrais peut-être nous faire une soirée déclamation. Ça te fait rien. Rhapsode ferrarienne. Dans Fahrenheit 451, devenir ainsi par les Zarathustra, bonjour, quoi. Ah oui, il y a ça, hein, dans Fahrenheit 451, ils doivent apprendre des livres par cœur. Bien sûr. Parce que, ouais, ça y est, je me souviens. Bien sûr. Et il y a pire, il y a la critique de la raison pure. Ah, en parlant de critique, chouchou des critiques. Joris Giovanetti est loué pour son humanité et sa pertinence sur la Corse d'aujourd'hui. À 32 ans, il capte les projecteurs, agaçant les plumes en Corse en attente. Alors, je ne sais pas de quelle plume en Corse en attente j'agace. J'ai jamais reçu de messages d'agacement. Non, de messages d'agacement. On en est reçu, tiens. Il y a eu des... Pour lui? Non, pour moi. Ah oui, d'accord, mais toi, on s'en fout. Je fais un podcast en entier où tu pourrais parler de toi. Non, laisse-le parler maintenant. Disons que certains silences en disent long, mais... Skyblock 2017. Certains silences en disent long. Joris Giovanetti, auteur. Prix du livre corse, prix Villeneuve ce livre. Certains silences en disent long, les rageux vont maigrir. Pardon, donc cette digression. Très drôle. Non, bien envoyé, bien envoyé. Merci pour ce moment. Non, j'ai pas eu de critiques absolument négatives. En fait, bon, bien sûr, quand on sort un livre, on est un petit peu curieux de savoir ce qui se passe. Non, j'ai pas eu véritablement de mauvaises critiques. J'ai eu une critique mitigée une fois, mais sinon tous les articles de presse qui ont été faits, je dois en compter en tout une petite vingtaine, je pense. Ben véritablement non, c'était toujours très positif et je suis très content de cette chance. Et enfin, on va terminer avec la dernière nuance que Grok nous a écrit sur toi. Cauchemar des médiocres. Son irruption chez De Noël éclipse les talents insulaires moins audacieux. Alors là, c'est dangereux de répondre. Hein. Non, mais non. Pour t'aider un peu et avoir une réponse sur cette question, il y a de l'espace quand même, il y a de la place aussi dans la littérature corse. Je pense pas qu'en étant publié chez De Noël, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'idée chez moi de dire je vais faire ça pour empêcher les autres. Non, je suis au contraire
très contents de la vitalité de la littérature corse. Peu peuvent se targuer d'avoir une région de 300 000 habitants, mais d'avoir une production culturelle aussi forte. C'est-à-dire que ce soit les jeunes comme vous dans le théâtre, que ce soit dans la littérature, le travail exceptionnel que fait Marc Biancarelli avec sa maison, Mara. Je veux dire, moi je pense au recueil de nouvelles de François-Xavier Diano Stéphane, qui est très beau, Le Chant des Ronces, le travail de Philippa Santoni, le dernier en date de la musique. Angela Nicolai aussi, ouais. qui va écrire la prochaine bourse à la dramaturgie, hein, la prochaine pièce de la bourse à la dramaturgie. Donc, en fait, moi, je suis pas dans ce type de concurrence-là. Je pense qu'il y a un espace pour tout le monde. Et puis, il y en a qui vont saisir l'occasion de publier des nouvelles parce que Marc édite beaucoup de nouvelles, ce qui est plus difficile à éditer sur le continent parce que la nouvelle n'est pas un genre qui est reconnu en France, c'est reconnu aux États-Unis avec des grandes figures comme par exemple Lorraine Groff, mais en France, ça n'existe pas ou peu. Et elle avait un prix Goncourt de la nouvelle, mais dont on entend relativement peu parler. C'est vrai. Je savais même pas qu'il existait, pour tout te dire. Ouais, c'est pour ça qu'il dit que c'est vrai. Et non, enfin, moi, j'ai vraiment pas l'idée de me dire enfin, je pense pas être animé d'une rage assez grande pour me dire j'écris contre les autres. Oui, tu écris pas par dispute. Non, voilà, c'est ça. En- Le ressentiment n'est pas une puissance féconde dans ce que je fais en termes de littérature, quoi. C'est pas une force réactive dans le sens où, waouh, j'ai vécu tant de choses et maintenant je vais vous prouver quelque chose. Il y a une part de ça dans l'écriture, évidemment. On peut pas dire tout va bien. De toute façon, si tout va bien, on n'écrit pas. Mais au-delà de ça, c'est pas la force qui va me pousser au-delà de la plume. Moi, c'est plutôt un problème de moi contre moi-même. Je veux dire, Comme au CrossFit. comme au CrossFit. Joris, est-ce qu'avant de se quitter, tu pourrais nous faire part d'une recommandation culturelle? Alors, j'ai plusieurs recommandations auxquelles je peux vous faire part. Je dirais que il y a évidemment le plus grand roman que j'ai lu cette année, qui est probablement la plus belle chose qui soit arrivée à la littérature française, ces 20, voire ces 30 dernières années, et qui est La Marchande d'oubli de Pierre Jourde, qui est une fresque exceptionnelle et véritablement, je pèse mes mots. Je trouve qu'on a tendance un petit peu à user à tort de superlatifs souvent, mais là, véritablement, il mérite toutes les éloges. C'est véritablement le plus grand livre qui m'ait été donné de lire et le plus ambitieux depuis un projet comme Les Bienveillantes de Jonathan Littell, qui est un livre monstre aussi. Ensuite, il y a eu Cartachescu, Solénoïde, que j'ai découvert cette année et qui est aussi un roman-monde complètement fou par son ambition. Il y a Pâture d'Alexandre Lamboro, Les Éléments de Boyd, que je suis en train de lire, qui est le prix du roman Fnac cette année. Et là, il y a le roman de Thibaut Dahelman, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Villeneuve-ce-Livre, et alors je vais essayer de vous retrouver le titre. Dans l'attente, juste dire que du coup le livre de Pierre Jourde est édité chez Gallimard et que de toute façon on va essayer de faire un système où on vous mettra les recommandations culturelles dans une story à la une sur l'Instagram, Pas mal. histoire que vous ayez accès. Donc vous pouvez nous suivre sur Zeitcast-podcast et vous retrouverez les recommandations culturelles. Et le livre dont je parlais, dont je n'ai eu pour l'instant la chance de ne lire qu'une quinzaine de pages, mais généralement ça suffit pour voir un petit peu ce que l'auteur a dans le coffre, c'est L'Entroubli, c'est de Thibaut Dahelman, et ça se passe aux éditions du Tripode. Paul, tu as une recommandation culturelle? Merci beaucoup, Joris. Peut-être oublié Pâture d'Alexandre Lamboro, mais j'en ai déjà parlé. Oui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler du podcast de ton ami qui fouille dans les trucs NRF? Ça m'intéresse aussi. Oui. Et ça peut intéresser les auditeurs. Il sort un épisode sur Pierre Jourde. On en discutait tout à l'heure. Alors le podcast s'appelle Oublieuse postérité et c'est une mine d'informations extrêmement érudite et rare de tout ce qui s'est fait et qui a pu être oublié par justement le monde de l'édition et le monde des lecteurs. En fait, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de son temps libre, j'imagine, à fouiller dans les archives de la NRF en regardant un petit peu quel est le livre dont certains grands auteurs ont parlé et qui a peut-être été manqué par la critique ou qui a été critiqué mais qui passait à côté de ses lecteurs. Et je pense notamment à quelques chefs-d'œuvre qui m'est arrivé de
lire grâce à ce podcast, notamment par exemple Le Grand Scandale du Bergonnet qui a été réédité par les Chemins de Fer grâce au travail d'Oublieuse Postérité, donc le nom du podcast. Je pense aussi à Pierre Molène avec Bataille. Je pense à d'autres romans monstres, dont un qui, à mon sens, est une espèce de schéma dostoïevskien complètement énorme et qui est incroyable et qui a été écrit par un Corse complètement oublié par la postérité que personne ne connaît, qui est Antoine Giacometti avec Le Figuier maudit. Et ça, c'est un petit peu du lourd, comme on dit. On est vraiment dans quelque chose où, ok, c'est un petit peu comme quand je lis Jourde, en fait. On se dit, il y a les livres, il y a les bons livres, et puis il y a les fois où on s'incline. Et là, ouais, il y a des scènes de ce livre que j'ai pas encore terminé pour des raisons de planning, d'emploi du temps, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais il y a des fois où on se dit, ok, là, véritablement, comme pour Pierre Jourde, où j'ai eu l'occasion de le rencontrer récemment, et je me suis vraiment pas gêné pour lui dire, il y a un passage qui est un peu son grand inquisiteur à lui, où il imagine un personnage qui critique le christianisme en essayant de faire douter la jeune femme qui est en face de lui de ses croyances, et il lui dit, en fait, c'est pas le Christ qu'on aurait dû crucifier. On aurait dû crucifier quelqu'un de plus mauvais. On aurait dû crucifier Judas, voire pire. Et il fait toute l'explication théologique à partir de ça. Et c'est d'une beauté étrange, fascinante, et en plus c'est d'une puissance théologique que je trouve extraordinaire. Et c'est un livre qui véritablement se compose en chorale. On y entre comme dans un rêve en fait. Dans une interview à France Culture, il avait parlé d'une forme de narrativité à David Lynch en fait, et c'est vrai. Moi, c'est le premier livre que je lis. Il y a beaucoup de livres qui sont revendiqués d'une certaine forme d'onirisme, mais là on passe d'un personnage à un autre et on est comme dans un rêve parce que en fait, comme dit Krishnamurti aussi, dans le roman, tout n'est pas fait pour être compris. Et là, on entre véritablement là-dedans, parce que qui aurait l'audace et la prétention de dire qu'il comprend tout de la vie? Très bien. Merci beaucoup pour cette recommandation culturelle. Paul, tu as une petite recommandation? Non. Moi, j'en ai deux. Vas-y. Alors, la première, c'est très succinctement, je suis tombé dessus il y a pas longtemps et je me régale parce que ça fait appel à mon côté un peu communicant, etc. Je suis tombé sur un podcast qui s'appelle Les goûts, les couleurs, qui est très très drôle et qui parle de branding de marque. Donc rien à voir avec tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, mais c'est vraiment très drôle et très intéressant et ça permet aussi de comprendre un peu comment une marque fonctionne et crée son branding. Donc ça c'est intéressant, mais c'est vraiment une incise. Et ensuite, chose que j'ai pas encore vue mais que j'aimerais beaucoup voir et dont je suis sûr que ça va être super, c'est Sogni di Sogna. L'adaptation en langue corse des inconstances d'Alessandro Pecini. Écrit par Alessandro Pecini et joué en langue corse par Davia Benedetti. Traduit en corse par Roselyne de Noble et Philippe Guérin. Voilà, et donc j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais je suis certain que c'est très bien. Et Ce sera peut-être un peu tard au moment de la sortie du podcast, mais ça se joue le 3 et 4 octobre au Théâtre Sant'Angelo à Bastia, puis le 7 octobre à Corté au Centre culturel universitaire. Et puis on espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Merci beaucoup Joris. Merci à vous. Et à très bientôt sur Zeitcast. Zeitcast. Zeitcast.